Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour un nouveau topo lecture. J'ai pas envie de faire une grande introduction, j'ai juste envie de te parler des derniers livres que j'ai lus. Alors derniers livres, pas tout à fait puisqu'il s'agit des livres que j'ai lus en avril, mais c'est ok. Je commence avec un policier qui est le très connu Selfie, ou en tout cas la série très connue du département V de Jussi Adler-Olsen. Ici, c'est donc Selfie, qui est le 7e tome. On est aux éditions Le Livre de Poche. C'est un auteur danois, et c'est donc traduit par Caroline Berg. En version originale, c'est paru en 2016 et c'est paru en 2017 pour la version française. Jussi Adler-Olsen, c'est un auteur qui est né en 1950. Le principe du département V, c'est de résoudre ou d'essayer de résoudre des cold cases. Karl Mork a été un petit peu mis au placard. Il est dans un endroit un peu sombre, reculé, je pense que c'est le sous-sol du commissariat. Il a obtenu tant bien que mal un subside pour pouvoir ouvrir son petit département et pour se consacrer aux anciennes affaires qui ont été classées. Et donc, lui et 2 autres personnes vont se consacrer à ces enquêtes. Il est accompagné d'Assad et de Rose, voilà, plus tard d'une autre personne, mais si tu n'as pas encore lu la série, voilà, je ne vais pas tout te dire. Dans cette enquête en particulier, on va se centrer sur des meurtres de femmes qui sont au chômage et on va essayer de comprendre quel est le lien entre ces meurtres et voilà. Je t'en dis pas beaucoup plus parce que j'ai trouvé que dans ce tome, ça mettait quand même du temps à s'installer et à comprendre là où on allait au niveau de l'enquête. C'est un tome qui se centre énormément sur Rose, donc l'un des membres de l'équipe de Karl Mork, et ça prend énormément de place. Je trouve que cette série est un peu en dents de scie, c'est-à-dire que les premiers tomes, je les ai trouvés excellentissimes. J'ai trouvé que l'intérêt, que le rythme et que le dynamisme étaient toujours présents. Par contre, à partir du tome, je ne sais plus, peut-être 4, 5, moi je trouve que parfois il y a de grandes longueurs dans le texte qui me fait dire que certains passages sont un peu ennuyants. C'est difficile de dire pourquoi, mais c'est un fait que dans pas mal de tomes, je retrouvais ces longueurs. J'ai donc tardé à commencer celui-ci parce que ce sont à chaque fois des tomes conséquents et donc lorsqu'il y a des longueurs, c'est pas toujours très agréable. Ici, j'ai été assez contente parce que c'est un tome dans lequel j'ai moins ressenti de longueur. En tout cas, je n'ai pas eu ce ressenti, ou très peu. Dans ce tome, ce que j'ai envie de dire également, c'est qu'au niveau de l'enquête, je trouvais qu'on allait sur une voie qui révélait un peu trop de caricatures. J'ai l'impression que finalement, il y avait un peu trop de psychopathes au mètre carré, ce qui n'est pas toujours possible non plus. Donc, j'ai pas trouvé ça très très crédible, ou en tout cas, cet aspect, ce constat-là m'a un peu sorti de ma lecture. Par rapport aux personnages, j'apprécie être centré sur l'un ou l'autre des membres de l'équipe de Karl Mork, parce que ce sont clairement des personnalités atypiques, un peu comme ce qu'on peut retrouver chez ou avec Adamsberg, mais en différent. Ils sont encore plus poussés, encore plus atypiques, encore plus marginaux chez Adler-Olsen. Moi, par contre, j'ai trouvé qu'ici, c'était un peu moins attachant. Peut-être que j'ai préféré, ou je préfère quand on se centre sur Karl Mork ou sur Assad, peut-être un peu moins sur Rose. Voilà. En tout cas, moi, j'ai été un peu moins attachée. J'ai été un petit peu déçue de l'enquête, et j'ai pourtant apprécié le style et le rythme. Donc, je suis un peu mitigée. Il y a certaines choses que j'ai aimé retrouver, mais finalement, ce ne sera certainement pas mon tome préféré de la série. Je continuerai parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'accroche au département V, clairement, mais je ne rencontre pas un engouement fou comme ce que j'avais eu dans les premiers tomes. Voilà, ça arrive, c'est en tout cas ce que j'ai pensé de ce tome-ci. On va partir maintenant en 1945, en tout cas dans ces environs, parce que là j'ai lu L'Armée des Ombres de Joseph Kessel. On est aux éditions Pocket.
La publication de ce livre date de 1943. Joseph Kessel, c'est un auteur qui est né en 1898, décédé en 1979. Il a quand même vécu une vie foisonnante. Il a connu énormément de pays et il a joué un rôle très important dans la résistance. Ce livre met en exergue justement cette fameuse résistance en France. C'est un roman témoignage constitué en courts textes. Chacun des textes ou chacun des chapitres va mettre en lumière un personnage, une perspective de la résistance pour nous permettre, en bout de course, d'avoir un tableau assez complet, il me semble, sur la résistance. On va donc aborder les risques que comportait le fait de s'engager dans la résistance, la fraternité qui pouvait exister entre les différents membres, la mort qui était omniprésente et qui était un des enjeux principaux, comment est-ce que la résistance s'organisait, comment le secret devait et était partie prenante, l'engagement que rencontraient les différents membres de la résistance, et évidemment plein d'autres sujets, mais comme tu le vois, c'est quand même assez polyvalent, et je trouve qu'au final, il y a évidemment ce lien qui existe, et ça permet réellement, à la fin de ce livre, d'avoir un bon aperçu de ce qu'a pu être la résistance. J'ai adoré, moi, ce roman. Je trouve que la démarche, qui est très explicite et bien expliquée, fonctionne super bien. J'ai été très touchée, j'ai été très prise par ce qui arrive à ces personnes. Parfois, on les suit longtemps et parfois, à l'inverse, ils ne jouent qu'un rôle éphémère et on ne les voit pas longtemps, on ne les lit pas longtemps. Et pourtant, leur empreinte reste très forte. C'est un texte évidemment très profond, qui est très engagé, qui soulève pas mal de questions. J'ai trouvé que c'était très juste, très dur. J'ai aimé que l'ensemble forme un tout cohérent. Et pour moi, L'Armée des Ombres est clairement une excellente lecture. C'est vraiment un court texte que j'ai dévoré et qui me laisse une grande marque. J'ai beaucoup aimé découvrir ce texte. On part dans du théâtre classique, une vraie tragédie grecque avec Andromaque, qui a été écrit par Racine. Ici, on est aux éditions Larousse. Racine est un auteur qui est né en 1639, décédé en 1699, et il a publié, alors c'est pas vraiment publié, mais en tout cas, ce texte a été écrit en 1667. En tout cas, c'est à ce moment-là que ça a été joué. C'est une pièce ici qui va nous plonger avec les héros, héroïnes mythiques de l'Iliade. On va se retrouver avec le fils d'Hercule, on va se retrouver avec Andromaque évidemment, avec Oreste, et d'autres personnages, mais ce sont les principaux. C'est une réelle tragédie grecque, comme on l'entend, comme on les connaît, comme on les aime, où l'amour est au centre, et où l'amour ne triomphe pas toujours. On va retrouver quoi dans ce texte? De l'amour, des trahisons, des meurtres et de la vengeance. On a les valeurs qui sont portées haut dans ce texte, et c'est très caricatural, mais c'est aussi pour exacerber ses valeurs, ses passions, ses émotions. C'est en tout cas ce que c'est censé susciter. Là, en tout cas, si tu aimes quand on hait, on aime, on se venge, tu vas être servi parce que je trouve que c'est ce qui ressort énormément de ce texte. Alors, j'ai trouvé que le contexte était quand même pas simple à appréhender. Alors, comme d'habitude, si tu connais extrêmement bien l'Iliade et ses personnages secondaires, tu vas tout de suite t'y retrouver. Mais comme c'est pas si simple, ce ne sont pas non plus ceux qu'on connaît le mieux, et puis surtout, il y a plusieurs facettes, plusieurs versions. Ici, c'est l'une des versions, donc si on ne la connaît pas, on peut être un peu perdu. Et on est tout de suite, les premiers dialogues nous font entrer dans le quotidien, dans l'intimité de ces personnages, et donc il faut essayer de raccrocher ces wagons assez rapidement. Moi, j'ai trouvé que la prise en main, la prise de lecture, n'était pas si évidente. Alors, je trouve aussi qu'à contrario de Phèdre, c'est un texte que j'ai pas trouvé toujours très accessible. J'ai dû relire certains passages. Et donc, c'est peut-être pour moi pas la pièce la plus convaincante en termes d'écriture ou de fond, de contexte.
Il n'empêche qu'il y a des passages fulgurants et que j'ai trouvé vraiment délicieux. Pour te le prouver, je vais te lire un passage. C'est donc Andromaque qui s'exprime et qui dit « Non, non, je te défends, Céphise, de me suivre. Je confie à tes soins mon unique trésor. Si tu vivais pour moi, vis pour le fils d'Hector. De l'espoir des Troyens, seul dépositaire, songe à combien de rois tu deviens nécessaire. Veille auprès de Pyrrhus, fais-lui garder sa foi. S'il le faut, je consens qu'on lui parle de moi. Fais-lui valoir l'hymen où je me suis rangé. Dis-lui qu'avant ma mort, je lui fus engagé. Que ses ressentiments doivent être effacés. Qu'en lui laissant mon fils, c'est l'estimer assez. Fais connaître à mon fils les héros de sa race. Autant que tu pourras, conduis-le sur leurs traces. Dis-leur par quels exploits leurs noms ont éclaté. Plutôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont été. Parle-lui tous les jours des vertus de son père, et quelquefois aussi parle-lui de sa mère. Mais qu'il ne songe plus ses filles à nous venger. Nous lui laissons un maître, il le doit ménager. Qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste. Il est du sang d'Hector, mais il en est le reste. Et pour ce reste, enfin, j'ai moi-même en un jour sacrifié mon sang, ma haine et mon amour. Bon, je trouve que ça, c'est quand même tellement bien écrit, c'est magnifique. Donc il y a des passages clairement comme ça que j'ai retrouvés pendant ma lecture, mais un petit peu moins que dans d'autres textes. Donc Andromaque, je suis également un petit peu en demi-teinte parce que j'aurais aimé parfois un peu plus... Enfin voilà, parce que j'ai été un petit peu déçue, tout simplement, de ne pas avoir quelque chose d'équilibré, de constant par rapport à ce que j'ai aimé lire, retrouver dans ce texte. Voilà, j'imagine que ce n'est pas le cas pour toi, ou en tout cas pas pour tout le monde. Donc, est-ce que toi aussi, tu as eu ce sentiment avec Andromaque, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est une de tes pièces préférées de Racine? N'hésite pas à en faire part. De la science-fiction à présent, parce qu'évidemment, je change du tout au tout. Et là, j'ai lu L'autre côté du rêve de Ursula K. Le Guin. C'est une autrice qui est américaine, qui est née en 1929 et décédée en 2018. On est ici aux éditions Le Livre de Poche. En version originale, ça date de 1971. Ça date de 1984 pour la version française. C'est également un livre, du coup, que j'ai pu insérer dans le challenge lire. Donc, lire quoi? Eh bien, c'était Avril autour de la SF. Voilà, j'en suis déjà loin, j'avais oublié. Dans cette histoire, qui est un court texte d'Ursula, on va suivre George Orr, qui doit suivre une thérapie individuelle, car il s'est procuré des médicaments de manière illégale. Il faut savoir qu'il y a une certaine dose par personne, certaines prescriptions, mais il n'est pas possible d'en avoir plus et d'excéder la dose prescrite. Or, George Orr s'est arrangé pour essayer d'obtenir des prescriptions de ses amis, de personnes qu'il connaissait, et il s'est fait prendre. On apprend assez rapidement aussi que s'il a pris ces médicaments, c'était pour s'empêcher de rêver. Et donc là, évidemment, le mystère commence. Nous, on commence à se dire, mais tiens, pourquoi il a pris ces médicaments? Pourquoi il n'a plus envie de rêver? Et qu'est-ce que ça va entraîner? Et c'est tout l'enjeu, l'objet de ce livre. La petite nuance en plus, et c'est ce qui va également donner le côté science-fiction, c'est que dans cette thérapie individuelle, il va suivre des séances d'hypnose parce qu'il espère évidemment que ça va l'aider. Et donc on va voir un petit peu comment ça va jouer, influencer sa vie et s'il va se sentir mieux par la suite. Alors la première chose, c'est que j'ai trouvé que c'était un roman au thème très original. Rien que pour ça, c'est une lecture à faire, en tout cas pour moi, c'est l'un des points positifs. Ça sort des sentiers battus. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de descriptions scientifiques par rapport à la méthode, soit de l'hypnose, soit de ce qu'on va découvrir un petit peu plus tard. Et donc j'ai trouvé que ça tirait en longueur le texte. C'est gai quand on est dans un ouvrage scientifique de connaître, de comprendre la méthode, les outils utilisés et la technologie finalement qui est en cause ou exploitée. Mais là, j'ai trouvé que c'était pas bien équilibré, j'ai trouvé qu'il y avait trop de détails et on avait compris, on n'avait pas besoin de
de s'épancher autant. On parle de l'appareil, de la technique, des techniques utilisées, et c'est vraiment très descriptif, détaillé, mais honnêtement, pour moi, on aurait pu s'en passer, parce que ça sortait de la lecture. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, à l'inverse, ce sont les réflexions qui sont suscitées dans le texte, et là, je retrouve l'écriture d'Ursula K. Le Guin, puisque jusqu'à présent, à chaque fois que je lis un texte d'elle, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça de très réflexif autour et dans sa lecture. Ici, enfin, dans sa lecture, en tout cas dans ce qu'elle écrit. Ici, ce sont des réflexions par rapport au changement et à la place qu'on peut prendre dans le changement. On se pose vraiment la question de est-ce que c'est notre devoir de le faire. Les personnages, pour moi, c'est un peu mitigé parce que je les ai pas trouvés très attachants. En fait, je les ai pas aimés du tout, ces personnages. Ni l'un ni l'autre. Or, ils ont aussi un rôle important parce que ce sont des antagonistes, tu comprendras en le lisant. Et donc, ils ont chacun clairement un rôle très précis, très défini et une personnalité qui est en miroir avec celle de l'autre et qui également montre deux visions de la vie. On comprend évidemment que c'est à dessein et que l'autrice a voulu les mettre là parce qu'il y a cette dualité de point de vue et parce qu'il y a ces réflexions qui émanent justement de leur manière de voir les choses. J'ai trouvé donc que c'était intéressant d'un point de vue intellectuel, mais par contre, j'ai pas trop pris de plaisir à la lecture parce que je trouvais là aussi qu'il n'y avait pas énormément d'évolution dans l'histoire. Finalement, c'est assez condensé. Comment expliquer ? Le nombre de pages était suffisant pour développer un petit peu plus l'histoire. Je trouvais que ça restait assez similaire et que ça ne se modifiait pas suffisamment. Dans le sens où on restait souvent avec les mêmes scènes, les mêmes schémas. Donc j'ai trouvé que le scénario aurait pu être un peu différent et qu'on aurait pu avoir un peu plus peut-être d'informations parfois sur ce qui arrivait à ces personnes ou que ça évoluait moins vite. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas été trop ancrée dans l'histoire. Je trouve qu'on allait trop vite d'un morceau, d'une étape à une autre, mais sans qu'on puisse prendre le temps de s'ancrer dans l'étape. Je ne veux pas t'en dire plus parce qu'évidemment ça spoilerait, mais donc moi j'ai été un petit peu déçue de la prise en main de l'histoire. Voilà, c'est ce qui me fait dire que là aussi je suis assez mitigée parce que, comme tu l'as entendu et sans te refaire le tout, j'ai trouvé certains éléments qui étaient vraiment bien, qui étaient vraiment intéressants, mais finalement j'ai pas été très conquise par la réalisation. Donc mitigée pour de l'autre côté du rêve. Quittons la science-fiction et allons dans un tout autre registre parce que là, c'est dans Beale Street que je t'emmène avec Si Beale Street pouvait parler de James Baldwin. Il y a du verre et donc c'est le premier livre que je peux placer qui rentre dans la catégorie du challenge du Synesthesia Book Challenge de Adeline, donc les fantaisies de Bullish. Pour le mois d'avril, il fallait lire des couvertures vertes ou des titres qui se rapprochaient du vert. C'est chose faite, voilà, je ne l'espérais plus, mais j'ai enclenché la première, je pense. James Baldwin est un auteur qui est états-unien, c'est traduit ici de l'anglais par Magali Berger. C'est un auteur qui est né en 1924 et décédé en 1987. La version originale date de 1974. On est en 1975 pour la première version française, qui d'ailleurs a été parue chez Stock. Moi ici, j'ai lu dans l'édition Le Livre de Poche. On est ici sur un destin de vie, le destin de vie d'une famille noire qui vit aux États-Unis, à Harlem, et on va se centrer sur la rencontre entre Tish, une jeune fille, et Fonny, un jeune homme. Vu qu'ils font partie chacun d'une famille distincte et qu'on est sur un destin de vie, on va explorer qui sont ces deux personnes, dans quelle famille ils sont, qui sont les différents membres de cette famille, quelles sont les relations entre eux. Et on va alterner entre le passé, le présent, pour essayer de décortiquer un petit peu toute cette mosaïque de vie. On apprend assez vite que Fonny est en prison, on ne sait pas pourquoi, et on va aussi suivre l'enquête autour de ça.
même si ce n'est pas le cœur, ce n'est pas du tout un roman d'enquête, mais il y a cet élément-là qui est important d'ailleurs. Pourquoi? Parce que le gros point positif de ce livre, c'est qu'on ne reste pas sur un destin de vie, on est sur un auteur qui aime aborder des thèmes sociaux. Si tu as déjà lu James Baldwin, évidemment que tu t'en doutais, mais ici ça ne fait pas exception. Il parle clairement de la réalité qui est vécue par ses protagonistes, et donc c'est une réalité qui vraiment est dépeinte avec beaucoup de force. On parle des différents combats de vie, il aborde les destins de vie, et donc on est dans le personnel, et sur ce volet-là, il est très très fin au niveau psychologique. Il donne suffisamment de détails, suffisamment d'ampleur aux personnages pour qu'on les trouve cohérents, on les trouve, enfin moi en tout cas, très concrets, très palpables. Ce sont des personnes avec leurs problématiques, leurs aspérités, et je trouve qu'ils sont très construits, très bien construits. On comprend d'où ils viennent, on comprend leurs choix. Je trouve que ce sont des personnages très, très ancrés. C'est donc pour moi très fin, et dans ces thèmes sociaux, il aborde évidemment des thèmes éminemment importants, le racisme, la difficulté pour les Noirs de trouver un emploi, les injustices policières notamment, mais pas que. Et donc ce sont des thèmes, des enjeux sociétaux, fondamentaux, et qui sont très prenants, très marquants évidemment. Et comme en plus on fait jouer l'émotionnel parce que on a tout ce contexte, mais avec des personnes qu'on suit et qu'on apprécie et qui nous touchent, donc évidemment que l'effet en est décuplé. C'est donc une lecture que moi j'ai beaucoup aimé faire. J'aime retrouver l'écriture de James Baldwin. C'est peut-être pas mon texte préféré, mais c'est bien fait, c'est habile. J'ai aimé la manière dont il avait construit son histoire. J'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens, c'était très bien écrit, c'est très fin psychologiquement, c'est ce qu'on nous demande, ça répond aux attentes. Moi, encore une fois, ça devient, en tout cas James Baldwin, une valeur sûre. Je pense que pas un de ses livres ne m'a déçu pour l'instant. Donc je vais continuer mon exploration de cet auteur. Est-ce que toi, tu en as lu certains de James Baldwin, et lequel préfères-tu? C'est aussi une question. Après, ça peut être la même question pour chacun des auteurs finalement que je te présentais aujourd'hui. Mais voilà, ici c'est parce que j'en avais lu évidemment plusieurs. Et donc ça me permettait de confronter peut-être avec ce que toi tu as préféré de lui. Tu es arrivé en fin de vidéo, je te remercie de l'avoir fait. N'hésite pas à me mettre un petit emoji qui te passe par la tête et qui est en lien peut-être avec le topo du jour. Si pas juste un petit emoji qui sourit, moi ça me fait plaisir aussi. J'espère te retrouver en commentaire. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant que le plaisir de lire soit avec toi.